On parle à présent de climat avec notre invité Thierry Homel, enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées et directeur du Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. New York réunissait sur le thème de l'urgence climatique plus de 60 pays. Ils ont notamment annoncé qu'ils adhéraient au principe d'une neutralité carbone d'ici 2050. Est-ce que c'est pas un peu léger au vu de la situation actuelle ? C'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux que ces pays s'engagent pour une neutralité carbone. Il aurait été préférable que les pays soient plus nombreux. Si vous voulez, l'Assemblée a réuni 66 chefs d'État, alors qu'il y a 195 signataires de la COP 21 et de l'accord de Paris. Il manquait notamment les États-Unis, deuxième émetteur mondial. Et comment vous interprétez justement ces absences des États-Unis, de l'Inde, des pays qui font partie des plus grands pollueurs de la planète notamment ? C'est difficile à interpréter. On vit une fracture entre monde multilatéral et monde plutôt organisé autour de structures populistes. Ça se retrouve dans l'ensemble de la scène internationale et on le voit aussi sur le plan climatique. Les États-Unis ont décidé de faire cavalier seul. Et malheureusement, ils entraînent derrière eux un certain nombre de pays, comme le Brésil, comme l'Australie, qui évitent de s'engager. On a vu que d'autres pays comme la Chine, justement, qui ont changé de position au fil des dernières années. Oui, exact. La Chine a été pendant longtemps sous le protocole de Kyoto, donc le protocole d'avant, plutôt un frein à l'évolution, à la prise en compte du changement climatique. La situation environnementale en Chine étant ce qu'elle est, donc pas très bonne, et les Chinois ayant certainement un certain nombre d'atouts pour vendre aussi des technologies. Les Chinois sont aujourd'hui assez actifs et aident effectivement à trouver un accord. Ils sont relativement moteurs, on va dire, vis-à-vis des pays du Sud. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui peut être fait pour limiter le réchauffement climatique, concrètement ? Concrètement, c'est difficile. Ça passe par quoi, il faudrait un engagement global de l'ensemble des pays qui ont ratifié, qui ont signé cet accord de Paris, les 195. Vous savez, le changement climatique, c'est un phénomène global. Donc, si certains pays font des efforts alors que d'autres continuent d'émettre de plus en plus, les efforts des uns sont annihilés. Donc, il faudrait des efforts globaux. Il ne faut pas perdre espoir parce qu'on va dire qu'à différentes échelles, on voit des gens, des entreprises, des ONG, des villes, des collectivités locales, voire des États s'engager. Le problème est que le mouvement n'est pas global. Justement, il y a les multinationales, 87 pour être précis, qui se sont engagées à faire de leur possible pour maintenir l'objectif de la hausse des températures en dessous de 1,5 degré. Est-ce que ça peut apporter sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire ? Si vous voulez, c'est d'une certaine manière assez intéressant pour des gens qui, comme moi, suivent ces négociations depuis un certain nombre de temps. En 1992, au sommet de la Terre à Rio, c'est des États qui négociaient entre eux, puisque les États sont souverains. Et puis, on a vu arriver à Johannesburg en 2000, on a vu arriver d'autres acteurs, dont les entreprises. Et les entreprises sont aujourd'hui, normalement, des acteurs du changement. Donc, voir les acteurs entreprises s'engager autour d'un accord, qui est l'accord de Paris, autour d'une baisse de 1,5, c'est plutôt louable. Reste à savoir comment ils mettront tout ça en œuvre. Ce sommet a permis de débloquer des fonds pour aider 300 millions de petits exploitants agricoles face aux défis climatiques. Cette aide, elle est indispensable aujourd'hui. Elle est relativement, oui, elle est indispensable. Je pense que vous avez raison. Vous savez, le changement climatique, ça a des effets systémiques. Donc des effets systémiques, c'est-à-dire que ça va provoquer l'érosion des sols, ça va provoquer des événements extrêmes. Et dans le contexte notamment africain, où l'agriculture reste beaucoup pluviale, et dans le contexte ouest africain, où l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus frappée, a priori, par les enjeux et par les aléas climatiques que les autres pays. On parle d'une hausse de température qui est supérieure à 1,5 degré à ce qu'elle est dans les autres régions du globe. Et effectivement, les agriculteurs sont frappés, donc ils sont obligés d'avoir des aides, ils sont obligés de changer de mode d'agriculture et de passer à de nouvelles pratiques, peut-être comme l'agroécologie, qui est un espoir et un motif d'espoir. En marge de ce sommet, un accord inédit a été signé entre la Norvège et le Gabon, qui va être payé pour ne pas déforester et réduire les émissions de carbone. Que vous inspire cet accord inédit ? Alors, il est à la fois inédit mais intéressant. Si vous voulez, les mécanismes de captation du carbone et donc le fait que les forêts primaires puissent capter du carbone, ce n'est pas nouveau, d'où les problèmes et les enjeux qu'il y a autour de l'Amazonie qu'on est en train de déforester massivement. Il reste un gros poumon vert au milieu de l'Afrique. Les pays en sont dépositaires et ces pays peuvent, à travers un certain nombre de mécanismes qui sont initiés dans le cadre de l'accord de Paris, normalement être rémunérés pour capter du carbone. Ce qui fait, la forêt est un capteur de carbone et ils peuvent
peuvent être rémunérés. Donc c'est louable puisque ça fait, j'entendais le sujet d'avant, le besoin de diversification économique au Gabon, ça permet de diversifier l'économie gabonaise tout en préservant la forêt. On peut dire que c'est gagnant-gagnant a priori. Est-ce que d'autres pays africains pourraient obtenir ce genre d'accord, ce même type d'accord? Pour ça, il faut effectivement, oui, l'idée est que les pays africains puissent négocier ce type d'accord, mais il faut quand même avoir de la forêt, il faut être crédible dans la mesure où il faut être capable de capter du carbone. Donc si je prends des exemples de pays qui marchent très bien, enfin, ou de pays qui sont des pays locomotives et phares en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous le président Houphouët-Boigny, on était dans des proportions d'à peu près 22 millions d'hectares de forêt et 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il semble que pour la Côte d'Ivoire, ce genre de mécanisme ne soit pas envisageable. Par contre, la RDC, le Congo-Brazzaville, etc., ont peut-être un coup à jouer aussi au niveau de la captation du carbone. Pour quelle raison l'Afrique est en première ligne du réchauffement climatique? Alors, est-elle en première ligne? Oui, elle est en première ligne. Elle est physiquement plus vulnérable, comme je le disais. Si on lit les rapports des experts, il semblerait que l'Afrique soit plus vulnérable et aux événements extrêmes. C'est la première chose. Et à la hausse des températures. Les sols vont être touchés, la biodiversité va être touchée. Alors, paradoxalement, qu'elle émet le moins par rapport... Elle émet le moins. Pour donner un ordre de grandeur, effectivement, l'Afrique émet à peu près 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Si on prend le premier pollueur qui est la Chine, 28%, et les États-Unis, 15%. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc, pour revenir à mon propos, oui, effectivement, une vulnérabilité physique forte, mais il se trouve aussi qu'il y a beaucoup de pays qui sont encore dans des situations de pauvreté, qui n'ont pas les recettes budgétaires pour mettre en œuvre des plans d'adaptation ou des plans d'atténuation. Donc, ils sont dépendants des ressources financières qui doivent venir et qui doivent être distribuées lors de ces sommets. Ça, c'est une des choses. Et puis, il y a les projections dans le futur, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'un boom démographique en Afrique. Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense qu'on est à peu près 1,3 milliard en ce moment sur le continent. On parle de presque 2,6 milliards, donc presque un doublement à horizon 2050. Et les Africains en question seront plus nombreux, donc ils émettront et ils ont en plus droit au développement. Donc ils vont s'équiper. Et s'ils s'équipent avec des biens de consommation qui sont très consommateurs et qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre, on va se trouver face à un problème important. Donc dans une projection future, oui, c'est embêtant. Ces derniers jours, on a vu des jeunes se mobiliser dans le monde entier sur l'urgence climatique. Avant de parler de cette mobilisation, on va regarder ce reportage d'Augustin Cossy et Véronique Pérez. Plus rien ne semble l'arrêter. Malgré sa prothèse à la mâchoire, Yerosa continue son combat en faveur du climat. Il y a environ un mois, il tente d'expliquer à un adulte l'urgence climatique au Sénégal. La discussion tourne court. Yero perd son engagement d'une mâchoire fracturée. La raison, il serait allé, selon son agresseur, à l'encontre de la volonté divine. J'ai beau essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas la volonté divine, vu que Dieu, lorsqu'il nous a donné la terre, nous a pratiquement tout donné et c'est nous qui avons dégradé de fur et à mesure. Le message porté ici par Yero et ses camarades est clair. Sauvons la planète. Le but, inciter les adultes et les décideurs à investir plus dans la protection de la nature. Il a tout organisé, il a de bonnes idées. Hein. C'est un jeune vraiment qu'il faut aider, quoi. Je ne dis pas aider dans le sens de, comme les gens l'entendent, mais qu'il faut, voilà, il doit être motivé, quoi. À 18 ans, Yerosa est le fondateur de la branche sénégalaise de Friday for the Future, le mouvement mondial qui rassemble régulièrement plusieurs millions de jeunes pour le climat à travers la planète. Un combat d'autant plus légitime au Sénégal, à l'instar des autres pays de l'Afrique occidentale, confrontés de plus en plus à l'avancée du désert et de la déforestation. On voit des jeunes mobilisés, mais tout le monde n'est pas concerné, tout le monde n'est pas réceptif par cette urgence climatique. Comment vous l'expliquez ? C'est pas très palpable dans un premier temps le changement climatique. Quand on vous parle d'émissions de gaz à effet de serre, c'est des ordres de grandeur, c'est des notions qui sont relativement abstraites. Ça devient palpable à partir du moment où vous vous rendez compte, quand vous êtes un agriculteur et que vous êtes effectivement ouest-africain, qu'il y a un décalage dans la saison des pluies, qu'il y a non seulement un décalage mais une réduction des pluies, qu'il y a plus d'inondations, etc. Et là, effectivement, on se rend compte des choses. Il faut que ça ait une emprise sur votre vie. Et effectivement, ça en a une assez directe sur un certain nombre de personnes. Les agriculteurs notamment. Les agriculteurs notamment. Et les gens commencent à penser à leurs enfants. On commence quand même à s'interroger sur le monde qu'on va laisser à nos enfants.
Une dernière question, quel rôle peut jouer la société civile dans la lutte contre le réchauffement climatique? J'espère qu'elle sera moteur. Donc on voit que là, une jeune personne s'engage et que ça fait du bruit. On avait eu le même phénomène avec une jeune Canadienne au moment du sommet de la Terre en 92. Et bon, on en est toujours là, mais je crois qu'il faut joindre les forces. On voit bien que les sommets et les négociations internationales restent insuffisantes à faire avancer les choses. Les entreprises s'engagent, mais il faut que la société demande, exige. Sinon, on n'arrivera pas à faire bouger les choses assez vite. Thierry Haumel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées et directeur du Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.